Que je peux dire déjà d'emblée en regardant dans le rétroviseur, une certitude, c'est que c'est par les arts, la pratique artistique que je suis arrivée jusqu'à l'anthropologie. Et en réalité, ces premières expériences ont irrigué tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et, mais ça n'a pas toujours été facile dans le milieu académique de faire passer ça, parce que mon parcours, en effet, est assez atypique, je pense. Un parcours qui a été atypique, mais aujourd'hui, en réalité, je remarque que ça existe en France. Il y en a des filières ou des cursus recherche-création. Et qui permettent à des artistes de voilà, s'inscrire en sciences humaines et en s'appuyant sur leur réflexion, leur pratique artistique, d'aller jusqu'à des doctorats. Donc ça, c'est assez récent, mais ce n'était pas du tout comme ça, pas du tout, dans les années 80. Donc j'ai commencé, donc fin des années 70, je sors du lycée avec un bac littéraire en poche, latin, grec, etc. Et j'ai pas du tout envie de m'orienter vers des études justement classiques, universitaires. Et ce qui me tenait beaucoup à cœur, c'est de m'engager dans une voie, disons, artistique, enfin, des études d'art. Donc j'ai commencé par ça et c'est des études que j'ai poursuivies pendant 6 années. Et je dirais que c'est un premier apprentissage à plusieurs niveaux que je tiens ici à rappeler, à explorer. J'ai commencé par une première école qui existe toujours, qui s'appelle l'École des métiers d'art et des arts appliqués. Et je choisis comme matière la sculpture. Et là, je découvre évidemment d'une part la pratique de la sculpture, mais également un milieu social très différent de celui où j'avais grandi. Parce que je suis une fille d'universitaire, donc un milieu voilà, intellectuel, assez cultivé. Et là, je débarque dans cette école où c'est plutôt, c'est pas l'artisanat, mais la mentalité est un peu celle de l'artisan. Et je me retrouve à la fois avec des camarades qui, pour certains, ne viennent pas du tout du même milieu. Je pense que tout le monde a son bac, je ne me souviens plus très bien, mais beaucoup d'entre eux sont issus de milieux ouvriers ou modestes, même un peu prolétaires. Pas tout le monde, mais il y en a. Et mes enseignants dans la pratique de la sculpture fonctionnent beaucoup sur le schéma maître-apprenti. Donc je me retrouve dans une position d'apprenti pour apprendre des techniques qui sont à la fois la sculpture sur bois, sur pierre, le modelage, le plâtre. J'ai même fait un BTS de staffeur, vous savez, les gens qui font des petites moulures au plafond. Je serais incapable de faire ça aujourd'hui. Et puis le travail des métaux, du soudé à l'arc. Et puis aussi travailler le cuivre. Alors ça, c'est une soudure
à l'étain, ou oui, à l'étain, je crois. Enfin, c'est quelque chose de très... Travailler la feuille d'étain, enfin. Donc, je me retrouve à, disons, apprendre des techniques très manuelles et qui engagent énormément le corps, plus d'ailleurs que l'esprit. Euh, et aussi avec des moments un peu difficiles parce que je suis une fille, c'est un milieu très masculin, un peu viriliste, on va dire même, de la part de certains, je veux dire professeurs, j'avais envie de dire instructeurs, c'est vous dire. Euh, un milieu, donc il y a vraiment, il y a une rupture totale avec là d'où je viens. Et je travaille en bleu de travail. Je dois porter des sacs de ciment de 50 kilos. Je me suis bien bousillé le dos d'ailleurs avec ça. Et je dois montrer que je suis une fille, mais que j'ai les qualités d'un homme en fait. Et c'est un peu un choc parce que tout d'un coup, je découvre le gouffre qu'il peut y avoir d'un point de vue social ou sociologique entre les manuels et les intellectuels. Et je ne peux pas du tout, dans ce cadre-là, revendiquer le fait que je suis une fille d'intellectuel et que je le suis déjà un petit peu à tout ça. Mais ça a été un apprentissage très intense et très important en réalité, non seulement d'un point de vue euh, de la compréhension du monde tel qu'il était, des différences de classe que je n'avais pas bien vues, bien perçues. Et puis j'ai découvert que j'étais capable aussi de me confronter à la matière, de résister physiquement et de résister aussi aux injonctions de gens que finalement, ces professeurs-là, pour lesquels je n'avais pas beaucoup d'estime. Donc je me suis affirmée de ce point de vue-là. Je sors de cette école et je me dis non, ça va pas, je décide de rentrer à l'École nationale des arts décoratifs qui est toujours, là aussi, existe toujours à Paris, école renommée, etc. Et qui, je dirais, d'un côté, donc la première, je l'avais vécue comme l'école des manuels, enfin des plus loin manuels, et des gens qui avaient les mains dans le plâtre et tout ça. Et l'école des arts décoratifs, c'était plutôt l'école des intellos, on va dire. Et là, donc j'ai eu une équivalence, je suis rentrée en second cycle, et là on était totalement en roue libre, puisque on était déjà dans l'époque du tout concept. Donc, peu importait finalement ce que l'on fabriquait de nos mains, ce qu'il fallait, c'est pouvoir développer au sujet de ce que l'on produisait, un discours élaboré et plutôt d'ordre conceptuel. Mais là aussi, ça a été pour moi important puisque donc j'ai continué à travailler la matière, c'est ce que je savais faire. J'ai fait des grandes sculptures en ciment, suspendues à des structures en bois par des cordes, enfin des choses absolument grandes. Et puis, c'était également l'époque, donc on est toute fin, au tournant des années 80. C'est également l'époque des performances, des happenings, avec un peu de retard aussi, parce que on était très branchés sur ce qui se passait aux États-Unis. Et c'était également l'époque du body art. Donc, faire intervenir le corps comme, disons, à la fois le support d'intervention artistique et puis comme acteur principal soit des installations que l'on créait, enfin dans le cas des performances. Voilà. Donc le corps était devenu quelque chose de central dans
la pratique artistique et non plus sa représentation, c'est-à-dire vraiment le corps en action. Et j'étais, voilà, donc c'est à ce moment-là, j'ai découvert aussi, disons, la, les mouvements artistiques, enfin ce que l'on faisait de l'autre côté de l'Atlantique, donc les artistes anglo-américains. Donc j'étais voilà, très fascinée par des gens comme Richard Serra, James Turrell. Bon, là, les noms me manquent, mais bon, j'étais beaucoup intéressée aux minimalistes, mais aussi donc comme Serra. Voilà, là les noms m'échappent, mais donc il y avait et puis aussi j'ai été très comment dire marquée par euh, d'autres artistes peut-être plus anciens. Enfin, alors là je reviens côté européen, mais qui soit avaient euh, parce qu'il y avait à cette époque-là, il y avait le corps en effet, mais il y avait aussi la matière. Donc il y a eu des moments, voilà, où donc le matérialisme, l'exploration de la matière est devenu quelque chose de très prégnant dans beaucoup d'œuvres. Donc je me souviens, il y avait c'est un peintre catalan, Antoni Tapies, que j'aimais beaucoup et qui donc faisait des toiles sur lesquelles il pouvait coller des bottes de paille ou voilà, des chaises, et ça avec des enduits très épais, enfin on aurait dit presque euh, du stuc détaché du mur et qui était collé. Et puis en France toujours, il y avait eu par exemple ce mouvement aussi qui pour moi avait été très important d'Arte Povera, qui venait d'Italie, où là aussi la matière était mise en avant, la matière brute. Et chez tous ces artistes, il y avait également une forme de dénonciation de la société de consommation. Donc il y avait derrière une volonté idéologique, de faire passer un message idéologique. Euh, de critique envers donc voilà, le capitalisme, ces choses-là. Donc j'étais très sensible à ça. Donc, autre mouvement aussi, j'énonce tout ça parce que ça a eu des effets pour la suite. Je reviens donc aux États-Unis. Le land art aussi, quelque chose. Donc moi-même, ici, je suis partie dans les montagnes en Haute-Provence avec tout un bric-à-brac pour faire des installations dans la nature avec prise de photos, enfin, etc. J'étais très aussi influencée par ça. Donc, bon, il y avait Richard Long pour l'Angleterre, mais bon, le grand Robert Smithson aussi pour les États-Unis, avec ses structures aussi qu'il avait créées. Alors là, bien sûr, c'est des échelles américaines avec des bulldozers. Spiral Jetty, là, cette spirale qu'il avait installée dans un lac salé avec l'idée que petit à petit cette structure en spirale allait disparaître en fait dans les eaux. Donc il y a toute une réflexion aussi sur les phénomènes d'entropie et déjà bien sûr déjà aussi comment dire, des messages qui relevaient de l'écologie en réalité. Et chez ces artistes, également, il y avait aussi quelque chose d'autre qui a été important aussi pour moi, mais même si sur le moment j'ai peut-être pas tout compris, mais quand même, c'est que beaucoup se référaient aux cultures amérindiennes. Ça, donc voilà, quelqu'un comme James Turrell avec ses structures dans le désert, où il travaillait beaucoup sur la couleur, etc. Ces immenses structures, enfin, se référaient aux cosmogonies amérindiennes, et ça a été le cas de beaucoup d'entre eux, ça. Où je pense aussi, ça me revient à Joseph Beuys ici,
Donc l'artiste allemand qu'on connaît tous et qui donc avait fait des performances avec un coyote, donc animal vénéré par les cultures amérindiennes, et qui prétendait, ça faisait partie de son légendaire personnel, racontait qu'il avait été pendant la guerre sauvé par des populations nomades de Sibérie, je ne sais plus où, qui l'avaient sauvé. Enfin, donc il y avait déjà l'idée du chamanisme et tout ça. Donc il y avait tout un, disons, un contexte qui... tout ce contexte-là m'a préparé en fait à ce que je suis devenue ensuite. Parce que ces artistes, tous ces artistes-là, que ce soit côté européen ou de l'autre côté de l'Atlantique, étaient travaillés en réalité par... Alors, certains avaient lu les anthropologues, côté américain, c'est évident. Ils avaient lu certains travaux d'anthropologues et c'était une référence, ils se référaient à ça de façon implicite dans leur réflexion plastique et dans leur production plastique. Et il y avait aussi autre chose, c'était également l'attrait, l'attirance pour les systèmes de préécriture, enfin, voilà, l'utilisation de signes dans les œuvres. Enfin, voilà un peu le bouillon préparatoire à ce que je suis devenue ensuite. C'est-à-dire que pour moi, en réalité, ayant réfléchi, travaillé, produit des œuvres, bon, le mot est peut-être un peu, comment dire, pompeux, mais enfin, voilà, produit des choses qui s'inscrivaient complètement dans les réflexions et les pratiques artistiques de l'époque, qui incluaient le corps, qui incluaient des systèmes de signes, enfin graphiques, ça, qui incluaient des références aux cultures non occidentales. Donc tout cela a fait que pour moi, le passage de la pratique artistique, disons, à ensuite des études en anthropologie, pour moi, c'était un peu comme une évidence. Et voilà, c'était un peu comme une évidence. Alors, il y a eu aussi autre chose qui a joué là-dedans. Donc là, je remonte à l'enfance, on va dire. Et voilà, j'aime toujours à citer cette phrase de Jean-Bertrand Pontalis qui dit « L'enfance, l'âge des commencements et des émotions initiales et initiantes ». Et j'en suis intimement persuadée, et en ce qui me concerne, c'est quelque chose d'important. Il se fait, et rétrospectivement, je pense que ça a joué aussi pour mon intérêt pour l'anthropologie. Il se fait que j'avais des grands-parents, côté maternel, qui avaient une maison dans la Creuse. Et la Creuse, c'est pas le bocage de Jeanne Favre-Sada, mais quelque chose comme ça quand même. Quand j'étais enfant, c'était une campagne, une ruralité qui pour moi était très impressionnante. Moi, je venais de la ville et les paysans creusois, dans le petit hameau où j'étais, vivaient encore dans des conditions, donc là, c'est les années 60, je pense plus proche de celle du 19e que celle des années 60, en fait. Et ils vivaient dans voilà, des fermes qui, pour accéder, je me souviens, chez un de ces messieurs, ma grand-mère m'emmenait toujours, elle me disait, faut aller leur dire bonjour. Et j'avais mes petites sandales toutes proprettes. Et pour accéder à la porte d'entrée de cette maison, j'étais entourée des deux côtés de tas de fumier. Et je me souviens, ça faisait spwitch, spwitch. C'était affreux. Je me dis, oh là là, mes sandales, mes sandales.
Et en effet, ces gens-là vivaient vraiment très proches de leurs bêtes. Et, voilà, et tout avait une odeur de fumier. Quand j'étais petite, c'était terrible. Et je me souviens, à l'époque de la chasse, on rentrait dans cette salle à manger où il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une grande table, des chaises, probablement des choses au mur, mais je ne me souviens pas, puis surtout un grand vaisselier d'où dégouttait le sang des bêtes qui avaient été abattues, qui laissaient faisander. Donc lièvre, lapin de Garenne, voilà, ça goûtait. Et donc tout ça, c'est des images très fortes. Et d'autres images, aussi inquiétantes, c'est-à-dire que sur les portes des granges, pour écarter le mauvais œil, les paysans clouaient des corneilles et des chouettes. Ça, quand j'étais enfant, c'était des spectacles absolument terribles, en fait. Euh, Également, euh, l'ombre de pratiques sorcellaires, enfin, à l'époque, on ne disait pas vraiment ça, mais planait parce que j'avais entendu dire que les vaches d'un tel étaient mortes tout d'un coup et que c'était la faute d'eux, etc. Et pour éviter que ça se reproduise, donc les paysans mettaient, je me souviens, du sel devant les seuils des portes. Et voilà, j'ai toutes sortes de souvenirs comme ça liés à cette ruralité euh, qui m'a fait comprendre là, bien avant mes expériences d'apprentissage, qu'est-ce que c'était que l'altérité. Là, vraiment, Et donc à la fois, j'étais fascinée, un peu répugnée, je dois dire. En fait, voilà, c'était les deux. Attraction, répulsion. Mais j'étais fascinée. Or, donc voilà, je reviens, je finis mes études aux arts décoratifs. J'ai envie de partir. Voilà, je suis toute jeunette, j'ai 22 ans, 23. J'ai envie de partir. Le besoin d'altérité, là, se fait vraiment pressant. Euh, et j'opte pour l'Afrique. J'aurais bien aimé l'Amazonie, parce que j'avais lu mon petit Triste Tropique. Je me dis, je vais faire pareil. Parce que à ces âges-là, on est pleine voilà, d'ingénuité, d'enthousiasme. Mais l'Amazonie, c'était quand même compliqué, c'était loin, c'est un peu effrayant quand même, hein. Et donc j'ai eu une opportunité, ça a été l'Afrique de l'Ouest. Et c'est comme ça que je suis partie.